Pour ne rien manquer, abonnez-vous maintenant. Les vraies voix Sud Radio, le grand débat du jour. Le Rassemblement National, lui, réunit ses troupes au Havre aujourd'hui. Venir au Rassemblement National aujourd'hui, c'est une fête qui est très commune chez nous, surtout le 1er mai. Donc oui, ça fait partie des événements les plus importants du Rassemblement National. Le 1er mai est chômé et férié par décision du maréchal Pétain en 1941. Donc quelque part, en faisant la fête de la nation, le RN revient subrepticement à cette tradition politique, cette matrice politique. Après, ils le font au Havre. Marine Le Pen se cherche un adversaire maintenant pour 2027, Édouard Philippe. On est au Havre, on est dans une ville où on est attaché à la liberté d'expression. Le Front National a choisi de venir au Havre. Il s'exprime librement, même si je ne suis d'accord sur rien avec eux. Notre projet, mes chers amis, parce que c'est notre projet. Un projet de redressement national, redressement moral dans un pays en proie au doute, redressement de nos valeurs, redressement de l'État. Redressement économique au moment où, après des décennies d'hégémonie, le mondialisme cède devant les logiques de protection. Redressement social, parce qu'il n'est pas de paix civile, pas d'harmonie sociale sans paix sociale. Et pour ce 1er mai, Marine Le Pen veut parler au monde du travail et aux Français les plus modestes. Quoi de mieux que d'organiser une fête de la nation pour la paix sociale au Havre, ville ouvrière et fief d'Édouard Philippe. Une stratégie qui n'a pas échappé au leader de la CFDT. Écoutez ce qu'il a dit. Mais Madame Le Pen, elle a compris une chose. Elle a compris qu'une partie de son avenir se joue sur le ressentiment social. Donc elle va le cultiver. Elle s'en fout des travailleurs et des travailleuses. Elle s'en fout complètement. Ce sera jamais l'ami des travailleurs, jamais l'ami de la démocratie, jamais l'ami d'une société beaucoup plus ouverte. C'est mortifère. Le Rassemblement National est mortifère. Et c'est cet avertissement-là, c'est pas au Rassemblement National qui nous écoutera pas que je veux le lancer. C'est à toutes les autres, tous les autres partis politiques, y compris à ce gouvernement. Le ressentiment social, le mépris affiché pendant cette période, qui s'est transformé en colère. Il a un débouché électoral qui est mortifère, qui peut être le Rassemblement National. Si on veut lutter contre ça, il faut revaloriser le travail, revaloriser les travailleurs et les travailleuses. Et dans cette ville ouvrière qui est le Havre, avec ce bastion syndical, il y a les dockers du port, il y avait la CGT Renault à Sandouville. Est-ce que, pour vous, la gauche peut arriver à reprendre les classes populaires au RN qui les a raflées lors de la dernière présidentielle? Dans toutes les bastions ouvriers, ou presque, le RN est arrivé en tête. Vous pensez oui, vous pensez non. Dans tous les cas de figure, vous appelez le 0826 300 300. Et pour l'instant, vous dites non. Hein. Je vous ai dit oui tout à l'heure, mais je vous ai dit une bêtise, comme d'habitude. C'est non à 85%. Vous pouvez bien entendu continuer de commenter. Et notre invité du jour, c'est Guillaume Bernard qui est avec nous, politologue, auteur du livre Le Mouvement d'Extrogir aux éditions Desclés et Brouwer. Bonsoir, merci d'être avec nous en direct bonsoir. sur Sud Radio. Déjà, faire un petit point avec nous, Philippe Bilger, justement, sur Seine-Maritime, la Normandie. Pour l'instant, il n'y a aucun élu RN et aujourd'hui, forcément, c'est le moment où ils vont essayer d'aller chercher des voix. Après avoir vanté Laurent Berger, je pense qu'il a tort lorsqu'il affirme, c'est son expression, que Marine Le Pen se fout des travailleurs. Ça n'est pas exact. Mais je vois bien le bénéfice que Marine Le Pen peut tirer en allant au Havre. D'abord, il y a une réaction, encore une fois, pardon de ces appréciations psychologiques, pleines de classe d'Édouard Philippe. Il n'a rien qui le rapproche du Rassemblement National, mais il est correct. Deuxième élément, Marine Le Pen a compris qu'elle ne pouvait plus rien tirer de Paris sur le plan du 1er mai. On le sait bien, le risque de conflit, d'exclusion, d'ostracisme. Donc elle va au Havre, vous avez rappelé cette histoire ouvrière, populaire, et elle se met probablement avec une sorte de fierté au niveau de quelqu'un qui pourrait demain l'un des adversaires, puisqu'elle a refusé de débattre avec celle qu'elle appelle les sous-fifres, les ministres. Et donc, dans tout cela, il y a une volonté à la fois de se démarquer, de parler du Rassemblement National au Havre et de montrer à quel point, eh bien, elle cherche à se distinguer et jusqu'à maintenant, elle n'y réussit pas trop mal. Madi Saïdi, quand elle dit, Jordan Bardella dit, nous sommes au Havre chez nous, c'est un peu provoque quand même. C'est provoque, effectivement, c'est provoque parce qu'il sait bien que le Havre n'a jamais été une terre favorable au RN, mais je pense que c'est aussi une manière de dire que finalement, il n'y a pas de zone de non-droit pour le RN. Il n'y a pas de lieu. Une zone de non-vote. Absolument, une zone de non-vote d'ailleurs, c'est bien dit. Et c'est aussi une manière
je pense, de continuer la dédiabolisation qu'elle faisait, parce que le 1er mai, Jeanne d'Arc était tellement connotée, donc elle continue sa dédiabolisation en allant vers des classes populaires, et là elle va carrément les voir sur leur territoire. Vous voulez réagir, Philippe a tweeté, bien sûr. Oui, mais bien sûr. Ouais, bien sûr. Joseph Touvenel, c'est vrai que le RN a beaucoup percé dans des terres ouvrières comme l'Est, comme le Nord-Pas-de-Calais, l'ex-Nord-Pas-de-Calais, maintenant c'est les Hauts-de-France, mais pas en Normandie. Est-ce que pour vous, si elle arrive à percer sur l'ouest de la France, elle sera aux portes du pouvoir ? Bien sûr, mais c'est un enjeu fort. L'Ouest, traditionnellement, c'est une terre, on va dire, démocrate chrétienne, c'est-à-dire que ça votait plutôt socialiste centriste ou plutôt droite centriste. Elle tente une percée. Si ça marche, ça veut dire qu'il n'y a pas que les ouvriers, parce que les ouvriers, maintenant, la classe ouvrière est ultra minoritaire. Oui. Ça veut dire que avec 9% du PIB dans l'industrie, les ouvriers n'a plus tant que ça. Ça veut dire qu'une grande partie de la classe moyenne rejoint le Rassemblement national, ce serait ça. Et puis elle va affronter directement Édouard Philippe, qui est potentiellement, peut-être, un candidat à l'Élysée. Et je pense que ce qu'elle veut rappeler aussi, il n'y a pas que les problèmes économiques, mais elle va rappeler qu'Édouard Philippe, c'était lui qui a mis en place la muselière administrative au moment de la pandémie, les laisser passer. Et ça, elle a commencé à en parler, elle va en parler en disant, regardez Édouard Philippe, l'image qu'on vous en donne, la réalité quand il était au pouvoir, c'était ça. Et avec nous, Guillaume Bernard, quand on voit forcément le RN au Havre, on a l'impression que finalement ils enjambent cette réforme des retraites, cette manifestation. Le cap, c'est 2027, déjà, un temps d'avance. Oui, je pense que vous avez raison. Il y a le fait de choisir un adversaire, ou du moins d'identifier un adversaire potentiel en 2027, c'est effectivement l'ancien Premier ministre Édouard Philippe. Et puis, il ne faut pas oublier que le Rassemblement national a véritablement décuplé ses scores en réussissant à capter l'électorat de ce qu'on appelle désormais la France périphérique, c'est-à-dire la France des provinces, la France des villes moyennes. Et donc, évidemment, choisir le Havre, c'est à la fois désigner Édouard Philippe comme un potentiel adversaire, mais aussi, évidemment, s'adresser à cet électorat, non pas des métropoles, mais des villes moyennes, des villes déshéritées, des villes où il peut y avoir un démaillage des services publics qui va être réceptif à son discours. Est-ce que tout de même, Guillaume Bernard, ça ne risque pas d'aggraver un petit peu le grief qu'on formule à l'encontre du Rassemblement national, d'avoir eu un comportement évidemment impeccable à l'Assemblée nationale, notamment par rapport à LFI, mais au fond de n'avoir pas manifesté contre les retraites? Est-ce que au fond, à force de vouloir se distinguer de la masse et notamment d'une multitude qui fait beaucoup de bruit, est-ce que ça ne lui fait pas perdre du crédit sur le plan de la fureur? Les électeurs du Rassemblement national, sans vouloir de la folie, ils aiment bien tout de même une forme d'extrémisme civilisé. Elle ne l'a plus, cet extrémisme? Je pense qu'elle est déjà dans une stratégie de conquête du pouvoir. Donc, dans ces conditions-là, évidemment, elle se dit vraisemblablement que dans la mesure où il y a un débat qui, au Parlement, est perdu, eh bien, il faut anticiper les étapes suivantes. Donc oui, il y a un assagissement du comportement politique du Rassemblement national par rapport à ce qu'il pouvait être auparavant, mais tout simplement parce que l'objectif, c'est de se crédibiliser pour cette fois-ci l'emporter, et pas simplement atteindre le second tour de la présidentielle, mais gagner le second tour. À la question générale de cette émission qui est: est-ce que la gauche peut reconquérir l'électorat populaire qui est en grande partie, mais pas en totalité, parti au Rassemblement national? Pour moi, la réponse est non. Je pense que les auditeurs de Sud Radio ont raison, et pour deux raisons, si vous me permettez. Je développe un tout petit peu. Première raison, il y a toujours eu un électorat populaire qui a voté à droite. La gauche n'a pas le monopole de l'électorat populaire. Il suffit de se souvenir qu'un tiers des ouvriers votaient pour Charles de Gaulle. Donc, il y a des raisons idéologiques, culturelles, morales qui font que les électeurs des catégories populaires ne votent pas forcément à gauche. Ils peuvent décider délibérément de voter à droite. Et puis, il y a une deuxième raison. Même en admettant
que les variables socio-économiques soient prégnantes dans le vote, ce qui n'est pas certain du tout, hein. Mais même en admettant que les variables socio-économiques soient prégnantes dans le vote, le patrimoine, ça ne se le principal indice du vote. C'est-à-dire que c'est beaucoup plus le patrimoine que le revenu qui va expliquer que l'on va voter à droite ou à gauche. On sait très bien qu'il y a des gens qui ont de très hauts revenus qui votent à gauche, tandis que des gens qui ont un très bas revenu, les agriculteurs par exemple, ont un patrimoine et vont voter à droite. Or, et c'est là où je veux en venir, le professeur Dominique Régnier et d'autres, mais notamment Dominique Régnier, a démontré que le patrimoine, il n'est pas que matériel, il est aussi immatériel, c'est-à-dire qu'il y a la question de l'histoire, de l'identité, de la culture, de la langue, du mode de vie. Autrement dit, la question du patrimoine qui est prégnante dans le vote, même si ça n'est pas forcément le plus important, mais qui est prégnante dans le vote, cette question du patrimoine, ça n'est pas que le niveau de vie, c'est aussi le mode de vie. Et donc, par conséquent, il est vraisemblable que ceux des électeurs qui ont basculé vers le Rassemblement national ne retourneront pas à gauche, même si la gauche semble être plus efficace ou plus active dans la rue pour défendre le niveau de vie, parce que tout simplement, dans le patrimoine, il y a le patrimoine immatériel, il y a aussi le mode de vie, et donc ceux qui ont basculé vers le Rassemblement national ne retourneront pas à gauche. Mais est-ce que les dissonances à gauche du côté de la NUPES peut aussi faire en sorte de vidanger un petit peu le mouvement vers le RN? Est-ce qu'à un moment donné, dans cette trajectoire ou dans cette dispute au sein de la NUPES, est-ce qu'il va forcément y avoir des dégâts aussi? Oui, alors évidemment, s'ils montrent une incapacité à s'unir, notamment par exemple aux européennes, ils vont apparaître comme étant uniquement un cartel électoral et pas une force politique alternative de gouvernement. C'est sûr que le Rassemblement national, tout en étouffant un certain nombre de voix dissonantes en son sein, apparaît comme étant plus uni, comme étant une force politique plus vraisemblablement capable d'exercer le pouvoir de manière unifiée, ce qui ne semble pas être le cas de la gauche. Et puis, je voudrais quand même rappeler qu'il y a une chose importante, c'est-à-dire qu'on peut adhérer à un syndicat pour défendre les intérêts, je dirais, des travailleurs, les intérêts des salariés, sans que, normalement, cette adhésion syndicale ne conduise à un vote politique. La tradition du syndicalisme en France, c'est depuis la charte d'Amiens, hein, et je parle en marchant sur des œufs, hein, puisqu'il y a quand même Joseph qui est plus compétent que moi sur cette question. Mais enfin, la charte d'Amiens, c'est quand même le fait que le syndicalisme est là pour défendre des intérêts, je dirais, du travail. Et pas défendre des causes politiques. Donc là, quand on a entendu le secrétaire général de la CFDT, la CFDT, je dirais, prendre des positions vis-à-vis de Marine Le Pen, comme quoi elle serait, je dirais, un obstacle à la démocratie ou antidémocratique, je pense que là, il se trompe totalement de registre et que son discours n'aura strictement aucun impact. On peut avoir des gens qui adhèrent à des syndicats dans une entreprise pour défendre les intérêts des travailleurs, sans que pour autant la position de la centrale nationale ait un quelconque impact sur le vote. On retrouve notre auditeur du jour, Philippe de Libourne. Rebonsoir Philippe. Oui, bonsoir. Est-ce que pour vous, la gauche peut reconquérir les classes populaires au RN? 85% des votants sur Twitter, sur le Twitter de Sud Radio disent non. Moi, je dis non aussi, et pour deux raisons. La première, en fait, c'est la question migratoire qui est toujours pas réglée. Et tant qu'elle sera pas réglée, il y aura impossibilité que les masses populaires reviennent vers la gauche. Ça, c'est la première. Et la deuxième La deuxième question, c'est l'Europe. Les gens se sont aperçus que l'Europe, avec tous les scandales qui vont arriver, la politique internationale, le Covid. Là, les gens se sont aperçus que l'Europe, c'était vraiment, on nous avait vendu un truc et que c'est pas du tout ce qu'on nous avait vendu. Et la gauche est toujours européiste, alors que les gens sont de moins en moins européistes. Donc, ces deux facteurs qui convergent. Donc, la question migratoire qui influe énormément sur les conditions de travail. Les masses populaires, elles sont victimes de cette migration. Et du coup, quel que ce soit d'ailleurs, même les immigrants récents,
ils sont impactés par les migrants nouveaux. Donc en fait, c'est un flux de votants qui va rejoindre Marine Le Pen. On va poser la question. Restez avec nous, Philippe Bilger, vous voulez réagir. Je rajouterais une troisième raison à ce que vient très bien de dire Philippe, la question migratoire. Il parle de l'Europe, mais très naturellement, le sentiment populaire majoritaire veut de la sécurité, veut de la rigueur, veut du régalien, et je ne suis pas persuadé que la gauche et l'extrême gauche soient véritablement les mieux placés pour promouvoir ces valeurs-là. Madi Saïdi, la gauche qui n'a pas voulu regarder en face l'immigration, l'insécurité, l'Europe, est-ce que quelque part, la balle lui a pas explosé au visage? Absolument, moi je pense qu'il y a aussi tout simplement une prise de conscience des citoyens français de ce qu'est réellement la gauche. Voilà, il y a tellement de classes populaires qui ont voté pour la gauche. Tout ce qui était issu de l'immigration, pendant longtemps, quand on avait mon faciès, quand on était issu de l'immigration, il fallait être de gauche. Parce que on avait il fallait être de gauche, voilà. Oui. C'était comme ça. Et pendant des années, alors, ça a marché à un moment. Et aujourd'hui, il y a une espèce de prise de conscience des classes populaires, des descendants d'immigrés, que finalement, la gauche est peut-être là sur les combats, elle est peut-être là sur les mots, mais dans les actes, ça n'est jamais ça. Jamais. Et aujourd'hui, d'ailleurs, on lui doit, la gauche est responsable de ce qu'on vit en France. Elle s'est servie, justement. Elle s'est servie, mais enfin, il y a un moment, il faut dire les choses telles qu'elles sont. Ouais. Si on a connu la marche des beurs, je connais un petit peu les quartiers dans lesquels j'ai beaucoup milité, et la vérité, c'est que tous ceux qui ont participé à cette construction à l'époque sont tous déçus. Ils ont tous l'impression d'avoir été même pas idéologie, mais pas d'acte. La gauche s'est servie d'eux, et d'ailleurs aujourd'hui, ils sont tous partis ailleurs. Et là où c'est terrible, c'est qu'elle et filles sont en train de refaire la même chose. Mais cette fois-ci, ça ne marchera pas. Joseph Touvenel. En fait, si on se met quelques décennies en arrière, la gauche, c'était le social, la droite, c'était la gestion économique sérieuse, la gauche, c'était l'internationalisme, la droite, c'était plus le patriotisme. Mais les uns et les autres nous ont prouvé que c'était pas vrai. La gauche a abandonné l'internationalisme dans ce qu'il a de réel, c'est-à-dire d'ouverture aux autres, en manipulant des populations d'immigrés. C'est ce qui vient d'être dit, c'est absolument exact. Ils ont utilisé, maintenant ça leur revient en boomerang. La droite, en vote gestionnaire, on voit que les déficits se sont largement créés sous la droite. Donc tout ça, c'est terminé. C'est pour ça qu'il y a une reconstruction qui se fait et que les gens disent, mais non, on va pas revenir à la gauche qui veut plus rien dire. On n'y croit pas. Ils sont pas plus sociaux que les autres, ni même à la droite, parce que c'est valable pour les LR, qui est pas plus meilleur gestionnaire. D'où le grand point d'interrogation sur qui est en capacité de gouverner avec quel programme. Guillaume Bernard, est-ce que ça veut dire que le RN s'est emparé de sujets dont personne ne veut parler? C'est-à-dire que là, la loi immigration, elle a été repoussée. On a entendu ce que dit Madi Saïdi et Joseph Touvenel sur finalement d'utiliser les idées mais pas l'action pour la gauche. Est-ce que forcément c'est un boulevard aujourd'hui pour le Rassemblement national? Oui, c'est-à-dire qu'il y a eu ce que, je crois, Pierre-André Taguieff avait appelé la lepénisation des esprits. C'est-à-dire que si on retourne dans les années 80 et 90, seul le Rassemblement national, enfin à l'époque Front National parlait de l'immigration, c'était un sujet tabou et il était, je dirais, de toute façon illégitime d'en parler. On s'aperçoit qu'aujourd'hui, la question de l'immigration est un sujet dans la politique. C'est-à-dire que le sujet est légitime, après c'est la manière dont on va le traiter, où évidemment il va y avoir un débat. Donc le simple fait que le sujet de l'immigration soit devenu un sujet légitime dans le débat politique, c'est évidemment une victoire du Front National devenu Rassemblement National qui a imposé un thème. Alors, est-ce que c'est lui qui a imposé un thème ou est-ce que c'est la réalité qui s'impose évidemment aux Français? Moi, j'aurais plutôt tendance à penser que c'est la réalité qui s'impose aux Français. Mais enfin, le fait est que ceux qui bénéficient évidemment politiquement de ce que ce thème soit devenu légitime, quelle que soit la manière dont on le traite, c'est évidemment ceux qui ont porté ce sujet-là pendant des années. À cela s'ajoute un deuxième élément, c'est que Mélenchon, en 2017, avait fait une campagne plutôt républicaine nationale, c'est-à-dire, si on veut remonter très très loin, Maurice Thorez qui essaye de réconcilier le drapeau rouge et le drapeau tricolore. Il était plutôt sur cette ligne-là. Or, il semblerait véritablement qu'au sein de LFI, et c'est la campagne que Mélenchon a fait en 2022, ils aient fait le choix de la défense
je dirais, du multiculturalisme, du communautarisme, de ce que Mélenchon a appelé la créolisation. Et donc, évidemment, il a cédé du terrain. Alors, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas un électorat pour cela, mais il y a quand même une réduction, comme une peau de chagrin, de l'électorat de gauche. Entre les années 70, où le Parti communiste faisait à lui tout seul 20%, et maintenant où la totalité de la gauche, y compris la gauche socialiste, fait 30%, ben de fait, il y a une réduction de l'espace de la gauche. Il y a un énorme centre mou, européiste, libéral, et puis effectivement il y a une droite qui se radicalise et qui élargit son spectre politique. Donc on est face à une tripolarisation. On a un centre macronien libéral qui a d'une certaine manière institutionnalisé la cohabitation de la droite et de la gauche modérée. Et toute la question de savoir, c'est est-ce que, eh bien, à la prochaine présidentielle, cette grande coalition va réussir à faire passer un successeur à Emmanuel Macron, ou est-ce qu'il va y avoir une alternance? Merci beaucoup Guillaume Bernard, merci de nous avoir accordé une petite partie de votre 1er mai, politologue et auteur du livre Le Mouvement d'Extrogir aux éditions Desclés et Brouwer. Merci, vous restez avec nous dans un instant, le Kikadi Show, le quiz de l'actu, à tout de suite.